Mathieu Chaudeur, je vais peut-être commencer le tour de table avec vous. Comment ça va? Comment se porte votre commerce? Ça va, merci. Quels apprentissages? Alors tout d'abord, j'ai bien aimé la réflexion gardons la pêche. Je trouve que c'est important en fait. En ce moment, on en a vraiment tous besoin. Alors par rapport aux apprentissages qu'on a pu avoir sur ces derniers mois et cette dernière année particulière en 2020, je pense que c'est une nouvelle façon de travailler. Clairement, à tous les niveaux, on a réappris, on s'est réinventé. De mon côté, personnellement, en tant qu'opticien, du coup, on a fait une démarche très claire sur rendez-vous, de manière à pouvoir limiter l'affluence sur les lieux, de pouvoir apporter aussi une certaine compétence, mais aussi un temps, on va dire, imparti à la personne. Donc, c'est vrai qu'on passe du temps. On prend le temps de contrôler la vue, on prend le temps de d'apporter nos conseils, on prend le temps de faire un choix méticuleux. Et je crois du coup que ça nous apporte aussi et ça apporte à nos clients une certaine satisfaction qui est bien sûr différente des satisfactions précédentes où les gens venaient un petit peu de leur propre gré comme ils le sentaient. Aujourd'hui, on a planifié sur rendez-vous les ventes, les examens de vue, les livraisons. Et ça apporte finalement une certaine facilité dans le travail et un confort pour nous et pour eux. Voilà, c'est personnel. Honoré finalement. Tout à fait. La relation commerciale, parce que c'est aussi une relation commerciale avec le client. Samuel Ben-Simon, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire partager sur cette période qui vous a aussi appris des choses, j'en suis certain, et qui vous a sans doute aussi aidé à progresser? Je me trompe? Alors, pas du tout. Alors déjà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vraiment On vous entend très bien. Super, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci de l'invitation. Effectivement, donc l'année 2020, elle a été difficile d'un point de vue économique. On s'est pris la crise en pleine tête. Mais vraiment, ce que je vais retenir, c'est vraiment l'inventivité, l'innovation et d'ailleurs, vous en parlez tout à l'heure, la solidarité qu'on a pu voir aussi bien dans l'économie, avec beaucoup de le numérique dont on a beaucoup parlé, mais aussi beaucoup dans les relations sociales, dans finalement des liens dans la société qui se sont aussi resserrés avec des belles innovations. Et donc voilà, donc c'est plutôt optimiste qu'on attaque cette nouvelle année 2021 avec comme espoir et même comme objectif de mettre notre énergie d'innovation digitale et pas digitale. D'ailleurs, c'est un peu ce qui nous a habité toute cette année 2020, de pouvoir justement apporter un peu notre pierre à l'édifice avec notre plateforme, notre digitalisation, mais au service, on le verra tout à l'heure, de l'emploi, au service de l'humain. On va en parler en effet. Voilà. Merci. Gwendoline Cuny, quel est votre regard sur cette longue période? Non, ça va très bien, merci. Partage d'émission, mais pas trop quand même. Finalement, je rejoins quand même un petit peu tout le monde. Je pense que ça a été beaucoup une question d'adaptation. Ici, dans le cadre de l'écologie industrielle et territoriale, parce que c'est un gros mot. Ici, je suis là pour vous présenter Barterlink. Il faut savoir que c'est une action qu'on a menée dans le cadre d'une démarche plus large, donc celle que vous avez dit. On parle d'EIT, d'écologie industrielle et territoriale. En fait, c'est tout simplement une méthode d'organisation, un mode de développement économique du territoire. Qui se base en fait sur l'étude des flux. Donc là, quand je parle de flux, je vais parler de l'ensemble des matières que vous allez utiliser au sein de vos entreprises. Et quand je parle de matière, je parle autant de matériel que d'immatériel. On va parler de ressources humaines aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les besoins, les ressources de chacun et de voir s'il y a des synergies qu'on peut mettre en œuvre. En général, ça, on va le faire en physique. On va organiser des bourses d'échange. On va à la rencontre des entreprises. On fait en sorte que les entreprises puissent se rencontrer. Bon, là, forcément, cette démarche toute jeune qu'on a voulu mener en début 2020, on a dû s'adapter et je pense que finalement, ça nous a permis d'accélérer les choses puisqu'on s'est intéressé à des outils plus innovants. Là, notamment, on va parler de Barterlink qui nous permettent, je pense, d'aller de faire un bond en avant. Ça. Donc, c'est drôle parce qu'on a un peu ralenti avec vous et on a accéléré. Donc, on est dans bien sûr, on comprend le sens de ces mots-là, mais on voit aussi toutes les contradictions de cette année 2020 que nous avons traversée. Michel Denis, on va aussi évoquer la vôtre. Je
rappelle donc que vous êtes surtout un homme d'entreprise, hein, je l'ai précisé tout à l'heure. Alors d'abord, comment ça va et qu'est-ce que vous avez envie de témoigner, vous, alors que cette année ne vous a vraiment pas épargné, industriellement, mais aussi personnellement? Oui, bonjour à toutes et tous. D'abord, je me permets également de présenter mes vœux pour cette nouvelle année qui sera, je l'espère, très dynamique et permettra à tout le monde de se retrouver enfin en présentiel. Pour parler donc de cette année 2020 très 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 particulière. Bon, moi-même j'étais infecté par le Covid au mois de mars. Bon, ça a été un peu difficile, mais bon, hein, on s'y fait et on en sort avec beaucoup de recul et d'expérience. Le génome donc a subi, comme toutes les entreprises, le choc de ce confinement. Nous avons dû nous adapter avec nos entreprises adhérentes, etc. Et ça nous a fait également beaucoup réfléchir, hein, au devenir du génome, de voir de quelle façon on peut, hein, ce qui était déjà une problématique pour nous avant cette crise, de développer, hein, le concept. Et ça a un peu accéléré les choses. On réfléchit énormément actuellement pour pouvoir proposer nos prestations à des entreprises qui en ont, je pense, bien besoin. Et là aussi, on va évidemment y venir. Merci pour cette première approche que je trouve utile et profonde en même temps. Vos univers professionnels sont assez différents et nous racontent des choses importantes et assez similaires aussi. Alors justement, on va creuser un peu vos sujets d'intérêt. Il y en a beaucoup situés autour des initiatives pour lesquelles on a souhaité vous faire témoigner ce matin. Donc Michel Denis, je vais rester avec vous si vous voulez bien. La communauté Génome que vous pilotez est sans doute l'initiative la plus ancienne, hein, autour de cette table, alors que son caractère innovant demeure, à mon sens, total. Dites-nous comment est née cette initiative et surtout quelles sont ses missions, en quelques mots. Oui, donc les groupements d'employeurs datent du siècle dernier, mais les essors... je ne pensais pas qu'on remonterait aussi loin. Non, mais j'ai vu quand même... mais bon, pardon. J'ai commencé avec la création du génome en l'an 2000, donc on a fêté l'année dernière de façon très très pudique nos 20 ans, mais on va refaire cela différemment. Donc les groupements d'employeurs généralement se constituent sous forme d'associations à but non lucratif, hein, c'est important de le dire, hein, on n'est pas là pour se faire de l'argent, mais vraiment répondre à un besoin. Un groupement d'employeurs donc a ses propres salariés qu'il embauche, qu'il gère, et les entreprises qui veulent bénéficier de nos services doivent adhérer au groupement. Il y a une cotisation très faible à l'année. Et à partir de là, on peut proposer nos salariés pour venir en temps partagé de l'entreprise pour des missions bien définies. Alors, le gros avantage de ce système-là, qui est bien souvent comparé à l'intérim, c'est que nos salariés, donc qui sont rémunérés par nous supportons enfin tout le côté social de l'opération, mais pendant les temps définis, hein, l'entreprise retrouve toujours le même salarié. D'accord, il y a une sorte de fidélisation. C'est une fidélisation que nous offrons, hein, ce qui n'est pas le cas pour l'intérim, hein, et on comprend pourquoi. Bon, nous, pour l'instant, donc dans les autres groupements, parce que le Génome est également membre des groupements d'employeurs de la région Grand Est qui s'appelle Progrest, et nous rencontrons très fréquemment nos homologues de la Marne, des Ardennes, etc. pour parler et échanger sur les bonnes expériences. Et on retrouve généralement comme activité principale les techniciens QSE, qualité, sécurité, environnement. Nous retrouvons souvent des assistantes polyvalentes, administratives et comptables, et à degré moindre, les agents d'entretien. Alors, comment est-ce qu'on convainc un dirigeant de faire appel à vos services? Comment on convainc aussi un salarié peut-être pour adhérer finalement à cette idée, parce qu'il y a la notion de flexibilité qui se cache derrière. Ça peut être intéressant, mais il y a aussi cette limite qu'on peut se poser parce que c'est pas forcément sécurisant. Oui, il y a la problématique des groupements d'employeurs, c'est que c'est mal connu.
Ça, c'est une chose certaine. Et effectivement, nous avons besoin de convaincre les entreprises adhérentes du bien fondé de nos prestations. C'est pas évident, mais pour nous développer, on compte sur nous, surtout sur nos salariés qui sont nos premiers ambassadeurs. Et après, il y a le bouche à oreille qui fait que les gens nous reconnaissent et viennent vers nous d'une manière un peu directe. Mais nous avons, après cette crise, beaucoup réfléchi, et je crois qu'on aura l'occasion de reparler, c'est de revoir nos méthodes de prospection et d'analyser avec nos futurs adhérents leurs besoins en termes de main-d'œuvre pour pouvoir offrir des prestations très complète. Vous nous redites comment ça se passe sur le plan juridique pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, qui suivent ce petit déjeuner. Oui, sur le plan juridique, donc nous embauchons les salariés, qui sont, on a 20 salariés au Génome, l'équivalent de 10 équivalents temps plein, pardon. Ce sont donc des gens qui sont salariés du Génome, que nous payons tous les mois. Donc salaire, charges sociales, couverture, mutuelle, enfin, tout ça. Donc on est des vrais salariés dans une structure qui s'appelle le Génome. Une structure qui s'appelle le Génome. Nous les formons beaucoup. C'est important aussi également à signaler. Et donc ces salariés sont mis à disposition de différentes entreprises pour avoir sur le mois un temps complet. Alors les entreprises qui prennent un salarié une journée par semaine, certains 2, enfin il y a un maillage qui se fait pour répondre. Après, c'est de l'organisation, j'imagine. Et à la fin du mois, comme partout, on relève le temps passé et on refacture à l'entreprise adhérente la prestation. Donc, c'est un système, je veux dire, un peu comme l'intérim. En fait, on refacture le salarié à ses coûts et on y affecte un coefficient. D'accord. Alors, on va rester dans le domaine de l'emploi. Je me tourne vers Samuel Ben-Simon. Racontez-nous, s'il vous plaît, Mobily Work. Quel est le principe? Comment est née cette initiative? Si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 10 ans, c'est ça? Donc, on n'est pas tout à fait au siècle dernier. Alors, effectivement, ça fait pas encore 10 ans, ça fait plutôt 5 ans. Mais j'espère qu'on sera encore là dans 5 ans et qu'on pourra dire ça fait 10 ans. Donc, effectivement, ça fait des 5 ans déjà que Mobily Work s'efforce, nous, de développer le prêt de salariés. Alors, on va voir, on est très proche du Génome et des groupements d'employeurs, puisque le projet, donc, il est né en 2015 avec mon associé Jérôme Gonon, et l'ambition d'apporter une nouvelle vision du salariat en entreprise, plus mobile et plus flexible. Vous en parlez tout à l'heure de la flexibilité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire une entreprise, quelle qu'elle soit, petite, grande, moyenne, elle peut connaître à tout moment une fluctuation économique. Et donc, face à ça, comment y faire face, mais sans sacrifier les ressources humaines de l'entreprise. Et même, on va voir comment valoriser ces ressources humaines dans un temps de moins bien ou au contraire, parfois un pic d'activité. Et donc, le principe du prêt de salarié, alors qui s'appelle mise à disposition de main-d'œuvre à but non lucratif. On se rapproche encore une fois du groupement d'employeurs, mais ça, c'est vraiment les termes juridiques. Donc, le prêt de salarié, le principe, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui est en baisse d'activité, peut proposer à ses salariés, qui doivent toujours être d'accord, d'être prêtés de manière temporaire à une autre entreprise qui, elle, en ce moment, a un besoin de compétences, le temps que l'activité reparte. En fait, c'est un formidable outil, puisqu'il va permettre très factuellement de réduire ses charges salariales, puisqu'effectivement, l'entreprise qui va en bénéficier du salarié va de la même manière qu'avec le groupement d'employeurs, va prendre à sa charge le salaire chargé du salarié. Et aussi d'un point de vue développement, employabilité de la personne, ça va permettre de développer, de former, puisque quand on va travailler dans un autre environnement, on se forme, on progresse tout naturellement, au lieu plutôt de payer parfois ses salariés à ne rien faire, ou pire encore, des fois, de devoir les licencier. Donc, c'est vraiment vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on se représente du nombre de personnes que cela concerne, nombre d'entreprises, nombre de salariés, le temps homme disponible pour un prêt, entre guillemets? Alors effectivement, on va y revenir sur les chiffres du prêt de salarié qui sont encore beaucoup trop faibles aujourd'hui en France pour être significatif, mais le vrai
C'est bon. Il y a La un vraie petit écho, mais c'est normal. On a l'habitude D'accord. des réunions Zoom. Hein. C'est passé. La vraie frustration, c'est qu'il y a un réel potentiel en France, puisque d'un côté, bah, l'activité partielle, en fait, l'activité partielle, c'est clairement des entreprises qui sont en baisse d'activité et donc qui ont des salariés qui mettent en activité partielle et donc qui sont payés, ou d'ailleurs moins bien payés en temps normal, même si en ce moment il y a beaucoup de subventions, mais des salariés qui sont moins bien payés à ne rien faire. Et donc ça, en temps normal, déjà en 2019, il y a 15 millions d'heures consommées d'activité partielle. Bon, en 2020, il y a 2 milliards 300 millions d'heures consommées. Donc ça, pour 35 millions de salariés. Donc ça représente un potentiel de tous ces gens qui sont dans des entreprises à se tourner les pouces, entre guillemets, ou même à être chez soi d'ailleurs, et qui pourraient être prêtés. Et de l'autre côté, du côté des entreprises qui vont accueillir, des entreprises hôtes du prêt de salarié, eh ben, c'est effectivement l'intérim. Alors, juste pour prendre l'intérim, j'aurais pu prendre aussi les chiffres des groupements d'employeurs, mais rien qu'un intérim, en 2019, avant la crise, il y avait déjà 21 millions de contrats signés sur une année d'intérim, et en 2020, ces chiffres n'ont pas du tout baissé. Donc vraiment, et encore, j'aurais pu parler d'autres chiffres, des plans de licenciement économique, et du nombre de CDD, etc. Donc il y a vraiment un potentiel énorme pour le prêt de salarié. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, le prêt de salarié, c'est très confidentiel et ça représente quelques milliers de cas par an. Pourquoi ça reste tabou? Alors, au-delà des aspects juridiques, peut-être quelle pourrait finalement être la différence que vous noteriez avec un groupement d'employeurs? Euh, Votre Ouais. avis là-dessus? Non, c'est vrai que voilà, plus on en parle et plus les choses paraissent évidentes qu'il y a que ces deux dispositifs qui se rejoignent sur beaucoup de points, puisqu'ils ont vocation déjà à s'appliquer à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, et qui répondent tous les deux à un besoin de flexi-sécurité de l'emploi, puisque ces deux solutions préservent les emplois. Mais disons qu'il y a une petite différence dans la manière d'adresser, disons, les entreprises. Alors la première différence, c'est que, disons, je me suis dit, c'est vertical versus horizontal. C'est vrai que dans un groupement d'employeurs, bah, c'est un groupement qui a des employés et donc qui va les descendre à qui va les prêter, les mettre à disposition à toutes les entreprises adhérentes, alors que dans le prêt de salarié, c'est des entreprises entre elles qui vont de manière un peu plus horizontale se prêter les salariés. Et la différence numéro 2, c'est vrai que c'est dans un groupement d'employeurs, c'est pour des emplois qui sont un peu plus des besoins un peu plus pérennes, un peu plus planifiés à l'avance, alors que c'est vrai que dans le prêt de salarié, c'est justement pour faire face un peu à l'imprévu, à un manque de visibilité, et de dire bon ben plutôt que de licencier, j'ai besoin de toutes mes forces vives aujourd'hui, mais je ne veux pas les perdre et j'aimerais les garder. Mais en soulignant juste ces deux différences, je pense quand même qu'il y a une véritable synergie, enfin il y a une complémentarité quand même qui pourrait être faite avec un groupement d'employeurs, parce que vous me posiez la question justement des similitudes, et je pense vraiment que par exemple, en interne, un groupement d'employeurs, si par exemple ils rencontrent, c'était très pertinent d'ailleurs de dire on va demander à nos membres ce dont ils ont besoin, peut-être qu'ils vont dire bah voilà, on a besoin justement d'un juriste, mais en fait, je suis désolé, on n'a pas de juriste à vous proposer, mais peut-être qu'une autre entreprise aurait, du groupement, une autre entreprise adhérente aurait un juriste, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a une possibilité justement d'avoir un peu d'horizontalité. Et de la même manière, si je me rends compte que j'ai 5 comptables à proposer, mais que finalement il y en a que 4 qui sont placés, peut-être que je pourrais faire du prêt de salarié avec ce 5e, mais avec une entreprise peut-être non adhérente. Donc il y a effectivement, je pense, peut-être des complémentarités à. Tout à fait, ouais. Mais je vous remercie pour cette clarté, parce que c'est vraiment, on voit très bien la différence et en même temps les complémentarités qu'on peut jouer entre ces deux dispositifs. Je voudrais quand même vous demander, alors est-ce que votre concept se développe vraiment selon vos attentes, parce que vous avez forcément un plan d'action pour développer votre activité, je l'imagine en tout cas. Et comment vous regardent les clients en face de vous, les entreprises, quand vous leur proposez ces services? C'est pas connu, on est d'accord? On est d'accord, c'est encore trop peu connu. Et puis voilà, c'est encore trop peu connu, clairement, on va y revenir. Mais notre argument de vente, notre stratégie pour se développer justement, c'est de dire que ce dispositif du prêt de salarié, il est 100% gagnant pour toutes les parties prenantes. L'entreprise qui prête, l'entreprise qui accueille, les salariés,
même le territoire, puisque ça redynamise un territoire, et surtout pour l'État, notamment en 2020 où il y a eu 38 milliards de subventions à l'activité partielle, quand une partie, alors bien évidemment, le prêt de salarié ne pourra jamais absorber, et heureusement qu'il y a l'activité partielle, sinon nombre d'entreprises auraient périclité, mais clairement, ce serait tout bénéfique pour l'État d'avoir un peu plus de prêt de salarié. Mais bon, personne n'a réussi à dire le contraire. C'est vraiment un dispositif qui fait l'unanimité. On a rencontré des syndicats, le patronat, bon, tout le monde est d'accord, mais ça ne suffit pas. Il y a encore beaucoup de freins. D'ailleurs, beaucoup du côté des entreprises prêteuses qui vont devoir mettre à disposition leurs salariés, qui vont dire d'abord, on va me piquer mon salarié, il va jamais revenir. Et puis, et comment je fais si demain j'ai une commande qui tombe, je vais avoir besoin de lui. Donc ils veulent pas, ils ont du mal à lâcher, comme c'était leur salarié. Alors effectivement, c'est un peu les leurs, mais il y a ce rapport au salarié qui est voilà, un peu compliqué, un peu des mentalités, des blocages psychologiques à faire, à la fois des blocages psychologiques et bien sûr on l'accompagne d'un point de vue juridique, puisque dans les mises à disposition, on a intégré des clauses de non débauchage, des clauses de comment rompre, mais de manière bilatérale le prêt de salarié en cas de J'imagine que vous sécurisez bien tout voilà, l'environnement de cette relation qui s'établit entre le prêteur et celui qui emprunte. C'est vraiment l'objectif. Nous, c'est d'apporter un outil, et d'ailleurs on apporte une plateforme un peu digitale, de mettre le digital au service, d'apporter un outil qui va sécuriser et simplifier. Ça va vraiment sur notre plateforme en 5 clics, on peut proposer et trouver des entreprises qui seraient prêtes à accueillir nos salariés. Mais juste pour terminer sur ce point que j'ai évoqué tout à l'heure, l'obstacle numéro 1 est en 2020. Ça a été vraiment notre grosse bataille. C'est justement la méconnaissance de ce dispositif qui existe pourtant depuis 2011 et les subventions à l'activité partielle, de telle sorte que les gens aujourd'hui ne se posent pas la question et donc ne font même pas l'effort d'aller chercher une alternative à l'activité partielle qui aujourd'hui ne coûte rien. En tout cas, vous avez une tribune mondiale ce matin grâce au Club Metz Technopole. Profitez-en. Gwendoline Cuny, je le dis évidemment avec le sourire, vous me connaissez. Vous êtes un peu la porte-parole de Barterlink ce matin avec nous. Vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous donner des grands principes de ce nouveau système de troc du XXIe siècle? Alors oui, je peux. En fait, effectivement, on peut parler de troc un peu 2.0, dans le sens où Barterlink, on va arriver à lever la première contrainte du troc qu'on connaît. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aime beaucoup votre tablette, là. Si je voulais l'échanger contre ma veste, vous trouveriez... Ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire. Alors, du coup, l'intérêt de Barterlink, donc une entreprise qui a 5 ans, qui est à peu près dans les mêmes âges que Mobiliwork, c'est qu'ils ont décidé de constituer un réseau d'entreprises qui, au travers d'une plateforme, va pouvoir mettre en ligne des différentes choses à offrir, à échanger. Donc finalement, votre tablette, vous voulez vous en débarrasser, vous allez pouvoir la proposer à la vente sur la plateforme. Donc vous allez pouvoir mettre une photo, enfin comme vous pourriez faire sur le Bon Coin, ça change pas. Et finalement, les autres entreprises membres pourront avoir accès à la plateforme, voir votre offre. Si elles sont intéressées, elles vont donc être mises en relation avec un agent Barterlink via la plateforme, qu'elle va s'assurer que l'offre et le besoin sont bien compatibles, et ensuite va mettre en contact les deux entreprises. Une fois que voilà, vous vous êtes tombés d'accord, il y a une facture qui va être éditée. Ce paiement, en fait, vous allez le faire en ligne. On a une monnaie numérique qui permet vraiment de garder la valeur marchande des biens, des services. Votre propre marché. Voilà, sa propre monnaie, sa propre économie, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'économie du réseau Barterlink. Par contre, la facture qui va être éditée, elle sera bien éditée en euros. Il y aura juste une mention qui va s'afficher à la fin de la facture, c'est que vous allez procéder à un paiement par compensation. Donc c'est comment dire, c'est comptablement accepté, ça se pratique déjà souvent. Et l'intérêt premier, si je puis dire, finalement de ce mode de paiement, c'est que vous allez considérablement pouvoir réduire les délais de paiement que vous pouvez avoir avec les canaux que vous avez habituellement, puisque une fois que la facture elle est validée par l'autre entreprise, vous êtes directement crédité en link sur votre compte Barterlink. Et ensuite, vous allez pouvoir les redépenser comme vous voulez sur le réseau là.
Donc, si je comprends, on peut tous échanger. N'importe quelle entreprise peut avoir accès à ce dispositif. Vous avez combien d'entreprises qui ont déjà montré leur intérêt, voire ont déjà commis des transactions par ce biais? Alors, faut savoir que Barterlink, du coup, je parle bien d'un réseau d'entreprises. Ce réseau, aujourd'hui, il est national. Il se redécoupe des fois en sous-réseaux, puisqu'il y a des têtes voilà, qui s'impliquent, comme c'est le cas de Metz Métropole. Aujourd'hui, le réseau Barterlink, c'est 1500 entreprises en France qui échangent. Et en 2020, c'est l'équivalent de 2 millions de links, donc 2 millions d'euros, puisque un link égale 1 euro, qui ont été échangés comme ça entre les entreprises. Dans votre plan de marche, ça vous paraît beaucoup ou vous voyez tout le potentiel qu'il y a encore, j'imagine, devant vous? Oui, bah surtout que 1500 entreprises, on se dit que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Après, c'est voilà, ils sont surtout, on les resitue. Hein, c'est beaucoup développé dans la région bordelaise, de l'Aquitaine, Occitanie, beaucoup dans le Grand Est. Et plus du côté de Nancy encore aujourd'hui. Ça se développe aussi dans le Grand Est. Qui est aussi dans le Grand Est. Mais voilà, ici aujourd'hui, si on parle de Metz, si vous voulez, si on va comparer pour une fois Metz et Nancy, aujourd'hui à Nancy, il y a les entreprises sur le réseau sont plus actives qu'à Metz, parce qu'à Metz, nous, on a décidé on a mis en ligne une plateforme vraiment dédiée aux entreprises de notre territoire seulement en septembre, donc c'est encore un petit peu jeune. C'est tout récent, en effet. Alors pourquoi Metz Métropole s'implique-t-elle aussi fortement, un peu comme le cœur du réacteur de ce dispositif métropolitain? Je l'utilise à dessein, je sais pas si j'ai raison, mais non, c'est vrai, on s'est investi là-dessus. Si vous voulez, comme je vous ai dit, nous, dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire, d'écologie industrielle et territoriale, l'idée, c'est bien de mettre en lien les entreprises, de leur permettre d'envisager des synergies, de faire des échanges, de mutualiser parfois leurs forces. Et ça, on a été complètement freiné dans les méthodes habituelles d'animation pour arriver à ces points-là. Et finalement, Barterlink, via cette plateforme, nous a permis d'envisager de continuer à poursuivre cet objectif de façon tout à fait sécurisée, puisque on ne se rencontre pas forcément physiquement, ou alors en plus petit comité. Et du coup, ça nous a paru vraiment être une solution complémentaire, puisque même après la crise, c'est un outil qui a vocation à rester. Et surtout, c'est un avantage. Voilà, c'est un contexte qui est difficile économiquement pour les entreprises. Le fait d'utiliser Barterlink pour vendre ou acheter, c'est surtout préserver sa trésorerie. Et puis un avantage aussi non négligeable, c'est que à partir du moment où vous êtes membre du réseau, que vous êtes actif, que vous avez mis une offre en ligne, en fait, vous avez le droit à un solde débiteur de 2000 links, donc de 2000 euros. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir déjà réussi à vendre quelque chose sur le réseau pour pouvoir dépenser. Et ça, je pense que dans cette situation, ça peut vraiment être... à l'étrier pour démarrer le système, quoi. C'est ça. Et puis, si on a un besoin vraiment très ponctuel... Et comment on fait alors, j'ai entendu parler de Barterlink, c'est quoi? On vous contacte vous, c'est une plateforme numérique, comment ça marche très concrètement? Très concrètement, là, vous pouvez aller dans Google, vous tapez Barterlink Metz Métropole. Normalement, le moteur de recherche, pas forcément Google, on est d'accord. Voilà. J'ai pas vérifié tous les moteurs. Non, vous avez raison. J'ai pas essayé tous les moteurs de recherche, mais je sais que dans Google, si vous tapez ces 3 mots-là, le premier lien qui s'affiche, c'est le lien qui vous permet c'est le lien d'inscription au programme Liberté. Si vous voulez, aujourd'hui, une entreprise, pour rejoindre le réseau Barterlink, elle a 2 solutions. Soit elle choisit de l'intégrer de façon complètement individuelle. Dans ces cas-là, elle va payer 40 euros par mois. Et elle sera commissionnée de 5% sur les transactions, à la vente comme à l'achat. Ou alors, vous le rejoignez par le biais de ce qu'on appelle un programme Liberté. J'ai vu que Dominique Sacco, notre représentant Grand Est, mais ces petits me complète dans le chat. En fait, aujourd'hui, c'est Metz Métropole qui paye l'abonnement en fait pour les entreprises du territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui exerce et qui a des locaux sur le territoire de Metz Métropole, vous pouvez aller sur le lien qui est affiché dans le chat, je le vois là, et vous inscrire gratuitement. Donc une fois que vous êtes là, vous n'avez pas de commission, vous pouvez vendre, acheter autant que vous le souhaitez. Merci pour toutes ces informations très précises, très utiles, très pratiques. Et c'est ça qu'on cherche aussi à faire passer dans le cadre de nos petits déjeuners, n'est-ce pas, Président Mathieu Schauder? Parlez-nous de votre belle fédération des commerçants de Metz, dont vous venez donc de prendre le destin en main. Ça fait quelques semaines. Félicitations pour votre élection. Quelle est sa réalité aujourd'hui à cette fédération?
La réalité de la fédération, on est déjà on hérite quand même d'une fédération existante qui a déjà mené des actions par le passé, qui étaient des grandes actions pour la ville de Metz. Elle est réputée pour être dynamique. Qui est réputée pour être dynamique, avec notamment une organisation annuelle du marché de Noël, qui est quand même un événement très important pour la ville, et puis d'autres actions comme alors je vais citer la fête de la bière qu'on aime tous, et puis la braderie par exemple. Ouais. Aujourd'hui, la fédération s'est redessinée avec de nouveaux membres au comité, dans lequel j'ai adhéré il y a 4 ans. Voilà, donc ça fait un certain temps que je contribue et que je travaille aussi avec l'ensemble de l'équipe à faire évoluer la fédération des commerçants. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait besoin de peut-être digitaliser un peu plus, réactualiser un petit peu, remettre un peu au goût du jour certaines choses qui n'avaient pas été faites par le passé. Donner un coup de jeune, c'est ça? Un petit peu, hein, c'est clair qu'on a un peu rajeuni le comité, c'est clair, hein, faut le dire, et puis tout le monde est content aussi de le dire au sein du groupe. Hein, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'apporter une nouvelle dynamique, tout en gardant quand même ce qu'on nous a appris et puis ce qu'on nous apprend encore. Et avec une pensée amicale à Isabelle Toufani. Hein, bien sûr, ouais, exactement. On est vraiment d'ailleurs attristé de voir des grands magasins comme Absolument. Le Printemps quitter une ville de Metz. C'est quand même aussi une notoriété et une importance pour la ville qui est, je dirais pas capitale, mais importante. On a besoin de locomotives au centre-ville de Metz, on a besoin de magasins intéressants, on a besoin d'avoir un attrait pour aussi se dire, oui, où je vais consommer à Metz. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le comité il s'est redessiné avec des compétences complémentaires et on a envie d'aller dynamiser la ville toute l'année au service des commerçants. On a envie en fait de se dire que toutes les actions qu'on va mener, ça sera pour le bien-être et le bienfait du commerce à Metz. C'est ça votre fil rouge sur le mandat qui arrive ou comment vous le qualifieriez ce fil rouge? Oui, alors on arrive dans une période. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui on a des actions un peu. On a envie de mener une action, mais on est freiné par la période est pas simple. Covid et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent pas forcément s'appliquer, même si on a envie de les mettre en œuvre. Mais en tout cas, sur cette année 2021, on a envie d'écrire une feuille de route. D'essayer de s'y tenir au maximum, en tout cas sur toutes les actions qu'on pourra réaliser, sur lesquelles on aura la permission en tout cas de réaliser quelque chose. Et puis derrière, ça nous facilitera le travail pour la suite parce qu'on aura déjà écrit tout un programme, on va dire annuel, qu'on complétera, qu'on améliorera avec le temps et où on ira chercher toutes les ressources aussi du commerce, c'est-à-dire que on veut faire participer et impliquer beaucoup plus les commerçants du centre-ville. On veut retrouver une vraie solidarité. Qui vient petit à petit, on le sent quand même. On sent qu'il y a une vraie entraide générale. Par nécessité, peut-être. Peut-être, pas que. Enfin, c'est une volonté aussi de se connaître les uns les autres parce que chacun travaille dans son commerce, chacun a ses habitudes quotidiennes et finalement le soir, on est bien pressé de rentrer chacun chez soi. Donc on se connaît pas tous et c'est important, je pense, de nouer des liens entre les différents commerçants. Donc la fédération finalement. Elle a pour vocation déjà de travailler avec les associations des différents quartiers de la ville. Donc en gros, d'apporter des idées et vice-versa. Et ensuite, les associations de quartier de fédérer aussi du coup leurs commerçants. Et en fin de compte, si on arrive à créer un maillage intéressant, actuellement on fait des petits déjeuners découvertes aussi chaque semaine pour inviter les commerçants à venir discuter avec nous, remonter des infos, nous donner des bons plans, apporter leurs tuyaux. Et c'est vrai qu'en fait, si on regroupe le tout, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de vraiment bien. Beaucoup plus d'interactions. Alors, quelles sont les actions auxquelles vous songez pour changer le commerce à Metz? Parce que c'est aussi un propos que vous avez tenu. Et il y a évidemment pas que le numérique. Il y a le numérique, le e-commerce, etc. Il y a beaucoup d'initiatives prises dans ce domaine-là, heureusement. Mais il n'y a pas que ça. Non, je pense que aujourd'hui, alors c'est vrai que moi j'apprécie découvrir les entreprises du coup autour de la table parce que je les connais pas. Donc je trouve que voilà, on retrouve un intérêt déjà à par exemple en ce moment c'est vrai qu'on est un peu en dents de scie, donc sur toute une année, bien sûr qu'heureusement qu'on bénéficie d'aide au niveau du chômage partiel, mais c'est vraiment intéressant le jour où on n'en bénéficie plus en tout cas de pouvoir
savoir qu'il existe des entreprises comme ça. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on veut être relais peut-être d'informations au niveau de la Fédé. C'est intéressant en tout cas de lister justement ces sociétés qui peuvent apporter. Et puis là, je découvre aussi une société qui, je trouve, ressemble peut-être un peu à Vinted, mais en professionnel, où on va justement... Non, je me trompe? Après, ce que j'ai pas dit, c'est que là, on a peut-être envie de vendre des choses matérielles, mais il y a la prestation de service qui peut aussi échanger comme ça. Ouais. C'est le bon point du professionnel. Je crois que c'est Marie Di Franco qui l'avait présenté comme ça. Dans une interview. Ok. Marie, que nous saluons, qui est là, je crois. C'est intéressant. Et du coup, au niveau de la Fédé, on va essayer du coup de trouver des solutions pour les commerçants, donc d'apporter tout ça, et puis de trouver aussi des actions qui seraient plus sur le côté événementiel, bien sûr, mais toujours en se disant en quoi ça peut apporter quelque chose au commerce à Metz. Votre chantier prioritaire, c'est quoi? J'ai lu dans un très bon journal régional, local, qu'on parlait d'un marché de Pâques. C'est un délire, c'est une réalité, je sais pas. Non, Allez, je me lance. Hein. Non, c'est vrai. On peut se dire des trucs ce matin quand même. En fait, on a vraiment envie d'avoir un calendrier. Aujourd'hui, on réalise un calendrier d'événements potentiels. Ouais. On travaille sur un business plan structuré. On a envie de proposer des choses à Metz Métropole. Et on souhaite aussi être accompagné du coup par les différentes instances sur les projets. Chose, je pense, qui me semble aussi réciproque. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça nous donne aujourd'hui. Donc, c'est vraiment bien. Il y a une volonté, en tout cas, de faire des choses, de refaire vivre aussi un peu la ville de Metz et d'améliorer le système. Donc c'est vrai qu'on a le marché de Pâques, on a un petit événement pour la Saint-Valentin, on veut faire au mois de mars une braderie de printemps, des choses qu'on s'est listées comme ça. En avril, du coup, un marché de Pâques. Ensuite, il y a la fête des mères et la fête des pères, peut-être à retravailler aussi. Donc on va faire des petits groupes de travail en fait pour réaliser des nouveaux projets. Et puis jusqu'à la fin de l'année, ensuite, ça s'enchaîne et on veut que chaque mois, il y ait des événements à Metz qui se passent, quoi. Vous avez pris le taureau par les cornes. Hein. On vous voit très très actif, ça fait plaisir. Quels sont je voudrais qu'on approfondisse un petit peu vos témoignages par une autre analyse. Quels sont les freins que vous voyez dans vos développements respectifs? Finalement, le caractère innovant, est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'il est suffisamment moteur pour installer durablement vos solutions dans le paysage et préparer demain, parce que c'est quand même l'objectif? Ou autrement posé, quels seraient les soutiens ou les conditions que vous verriez d'un bon œil pour booster vos actions, les différents plans de relance, par exemple, en vigueur, est-ce qu'ils sont là aussi pour vous soutenir? Bon, un certain nombre de questions autour de comment je peux mieux développer, mieux implémenter mon idée. Mathieu, Monsieur le Président, je reste avec vous. Votre souhait par rapport à ça, votre analyse par rapport à ça. Moi, la seule analyse que je peux avoir, c'est vraiment qu'il y ait déjà cette solidarité qu'on redécouvre peut-être, mais qui est très importante. Et puis après, travailler sur justement toutes les énergies et tout ce qui existe du coup à Metz. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup d'organisations qui font plein de choses bien. On a souvent les potentiels à portée de main. Après, voilà, c'est ça. Donc après, c'est savoir en fait comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble pour bien manœuvrer les choses, parce que c'est vrai que sur un événement, je pense qu'on peut pas être seul non plus à le réaliser. Donc il y a toute une partie structuration, il y a une partie financière, il y a une partie communication. Et en fait, en fin de compte, on se rend compte que si on arrive tous à y mettre un petit peu du sien avec les organisations qui existent déjà sur un même événement, et de la même façon, il y a des événements sur lesquels la Fédération des commerçants ne s'implique pas, mais pourrait s'impliquer. Il y a toute une liste d'événements qui se passent à Metz et Metz Métropole. Donc là, je parle à Metz parce que ça reste la Fédération des commerçants de Metz. Mais il y a toute une liste d'événements annuels, je pense, auxquels on pourrait s'intégrer d'une manière ou d'une autre pour justement être un certain relais d'information. Chaque commerçant peut relayer une information et y apporter aussi du sens. Je pense que ça, c'est un vrai moteur. Donc, ça fait partie aussi de la communication, quoi. Gwendoline Cuny, Barterlink devrait intéresser tout le monde sans exception, en tout cas dans sa philosophie. Comment conquérir les esprits, comment profiter positivement aussi du contexte que nous traversons avec la crise pour faire de l'économie circulaire vraiment une évidence quotidienne.
Alors, je pense, je suis un petit peu dans le même cas que Monsieur Ben Simon, dans le sens où, voilà, quand je présente Barterlink, sur le principe, les gens trouvent ça toujours intéressant. Le gros enjeu, c'est d'arriver à se projeter. On voit assez facilement, et encore, ce qu'on pourrait proposer. Ce qui inquiète un petit peu, vu que on est quand même sur une monnaie locale, une monnaie interne au réseau, c'est de savoir comment on va le redépenser. Après, il y a aucun impératif à aller dépenser dans la minute. Votre argent, il est couvert. Et puis, ce que j'ai pas eu forcément le temps de préciser juste avant, c'est que Barterlink, il n'a pas vocation à remplacer les canaux d'échange, enfin de commerce habituels. L'idée là, c'est vraiment au travers de cette plateforme-là d'optimiser les ressources de chacun. On est sur un peu le même principe que pour Genome et MobileWork, c'est-à-dire que vous n'avez pas. Là, je vois par exemple que le club Metz Technopole a investi un peu dans du matériel pour organiser ce genre d'événement. Vous en organisez pas tous les jours, toute la journée. Typiquement, ça c'est du matériel que vous pourriez mettre à louer, à prêter sur la plateforme, et ça vous ferait un revenu complémentaire. L'idée, c'est vraiment quand vous avez une baisse d'activité ou tout simplement du matériel que vous avez acheté pour une occasion et que vous n'utilisez pas, voilà, à plein temps, de pouvoir le valoriser en le mettant à l'échange sur cette plateforme-là. Et ça marche aussi pour des services. Si on n'est pas forcément sur du prêt de salariés, mais voilà, on est un peu dans une période creuse. Vous pourriez aussi envisager de trouver de nouveaux clients sur ces réseaux-là en proposant aussi des prestations de services. Donc, on s'intéresse pas forcément que au cœur du métier des personnes, mais bien à l'ensemble des actifs qu'on va pouvoir retrouver dans les entreprises. On prend souvent l'exemple des salles de réunion. On en a plein, elles sont pas occupées tout le temps, et pourtant, on va accueillir de plus en plus de séminaires. Bon, à une autre époque, on accueillait beaucoup de séminaires avec des entreprises, voilà, qui recherchent des salles où se réunir, etc. Et là, voilà, c'est une solution aussi. Alors, comment booster tout ça? Comment donner? Parce qu'on voit bien tous ces potentiels, c'est presque évident, mais comment on passe un cran plus loin? C'est un peu la grande question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de la com. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je pense d'être là, de pouvoir en parler un peu plus en direct, c'est un plus. Je pense que le numérique, même si on communique beaucoup, moi je crois que tout le monde a entendu parler à un moment donné de Barterlink. Le tout, c'était de passer à l'acte, et là on va avoir besoin de provoquer un petit peu des rencontres quand même, parce que il y a cet enjeu de confiance, de se projeter. Et l'idée, c'est que quand je vais pouvoir parler directement avec chacun d'entre vous sur ce que vous faites, c'est plus facile de visualiser et dire d'être à l'écoute de vos besoins et de voir en quoi la plateforme, le réseau peut vous aider. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un réseau, parce que finalement, même si c'est pas sur la plateforme, vous n'allez pas mettre en ligne tout ce que vous pouvez proposer. Il y a vraiment des agents qui sont derrière ce réseau-là, qui sont là pour être à votre écoute et aller vous chercher aussi ce dont vous avez besoin. S'ils sont pas sur le réseau, on se débrouillera pour qu'ils y soient bientôt. Merci Michel Denis. Votre solution, on l'a compris, elle est simple, elle est efficace, et pourtant le nombre d'emplois générés reste relativement limité. Et ce n'est pas vous faire offense en le disant, c'est un fait. Comment passer à la vitesse supérieure? Je sais que vous envisagez beaucoup d'actions. Peut-être même avez-vous des connexions à faire autour de cette table, je ne sais pas. La problématique reste pour les groupes entrepreneurs. J'ai entendu également le message de Simon. On a finalement la même problématique. Nos idées sont bonnes. Ils sont contents. Bon, M. Benson a employé. Excusez-moi. Oui. M. Ben Simon a utilisé un terme que j'aime beaucoup, la flexi-sécurité. Bon, c'est un mot qui est un peu tabou en France, parce que certains y voient beaucoup de mal dans le principe, mais ça doit rester donc un terme pour vivre différemment. Il y a aussi un terme que j'apprécie de plus en plus, c'est le terme de coopératif. D'ailleurs, au niveau du génome, nous sommes sous forme d'association à but non lucratif, avec ses limites, etc. Et nous allons, au cours de cette année, transformer cette association en SCIC. La SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc SCIC. SCIC, voilà. Ouais. Donc là aussi, je vois beaucoup de bonnes choses dans cette forme de travail. Déjà, l'aspect coopératif, c'est de pouvoir regrouper sous cette entité, qui est une société, différents partenaires qui peuvent venir en complément.
hein, lorsque le génome ne peut pas répondre directement à un besoin, on peut renvoyer vers Barterlink, on peut renvoyer vers Mobiliwork, hein, de façon à proposer un service complet à nos entreprises adhérentes. Donc, ça permettra de booster un peu le système, et en travaillant avec nos adhérents, qui doivent être également dans l'opération. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette SKIC, c'est que pour faire partie du conseil d'administration, il faut être entreprise adhérente. Donc, on travaille entre nous et on arrive à développer, à réfléchir sur des problématiques d'emploi innovants auxquelles on n'y a pas encore pensé, et de voir qui peut répondre à cette problématique. Il faut qu'on bouge. Actuellement, beaucoup d'entreprises, effectivement, vivent sous perfusion avec les aides de l'État, mais ça va s'arrêter un jour. Donc, il faut qu'on redéfinisse un fonctionnement avec surtout un ancrage territorial fort, hein, qu'il faut que nous mettions en place. Et on aura l'occasion dans les temps prochains à discuter beaucoup entre nous, hein, pour pouvoir apporter des solutions pérennes aux problématiques d'emploi sur la région. Donc, ce que j'entends pour assurer un développement, en tout cas dans votre stratégie, c'est réorganiser les choses, voir un peu autrement la manière dont on fonctionnait. C'est un peu ce qu'évoquait Mathieu Scholler, hein, finalement, aussi. Et puis, c'est de la coopération. C'est un peu ce que j'appellerais de la fertilisation croisée, c'est ça? Oui, et aujourd'hui, on parle de communauté. Le mot est là. Avant, génome, groupement d'employeurs du Nord-Mosellan. OK. Mais la communauté génome, ça prend du sens. Je le disais tout à l'heure, nos salariés sont nos principaux ambassadeurs. Pourquoi ne pas déplacer tout cela dans des rencontres entre nous pour redéfinir toutes les possibilités qui sont offertes par le temps partagé, aussi bien par les groupements d'employeurs, pardon, que par des plateformes comme Mobiliwork. Je vais laisser réagir Mathieu puisqu'il a pris le micro, et puis on va tout de suite retrouver Samuel aussi. Je réagis simplement parce que je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on redéfinisse un petit peu notre méthode et notre façon de travailler et aussi de consommer. Je pense que c'est super important. On le voit avec la monnaie. C'est une espèce de monnaie locale qui appartient au site. Ici, moi, je pense qu'en Moselle et du coup dans notre région, c'est important aussi de savoir que si on peut faire vivre en tout cas une entreprise locale, il faut la faire vivre. On le dit pas assez encore, je pense, mais si demain on achète sur Internet alors que le même produit, on peut le retrouver à 2 pas de chez nous, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème où du coup, cette économie qui est finalement une économie qui doit rester sur localement chez nous, c'est super important, je pense. Et du coup, c'est aussi un peu votre boulot parce que le commerçant local doit donc aussi être présent sur Internet pour qu'on aille le trouver aussi sur Internet. Aussi. C'est toute la contradiction. C'est ça, c'est contradictoire à la fois, mais je pense que c'est vraiment l'état d'esprit, en tout cas, il faut le retrouver. Il faut être un petit peu chauvin aussi, se dire que vraiment, je pense que il y a certains départements en France où ils le sont un peu plus que chez nous, mais je pense qu'il faut qu'on le redevienne un petit peu aussi sur justement cet esprit de savoir consommer local. C'est ça de qui vous voulez parler. Samuel Ben-Simon, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Fertilisation croisée, des freins aussi pour booster votre activité. Comment vous prenez ces questions en main? Eh bien, effectivement, c'est vrai que je retrouve beaucoup d'échos entre les propos à la fois de Gwendoline Cuny et à la fois de Michel Denis, justement sur un peu les mêmes problématiques, les mêmes freins aujourd'hui qui existent. Et donc, clairement, aujourd'hui, les deux freins, les deux gros besoins, ça va être autour de la communication et de l'accompagnement. La communication sur le dispositif du prêt de salarié, du gouvernement, de la directe, des conseils régionaux, des réseaux d'entreprises comme aujourd'hui, voilà, tous ces réseaux publics, privés, qui ont en fait une relation privilégiée avec le tissu économique territorial. Et donc, nous, c'est vraiment notre objectif là, c'est de contacter, de se faire connaître, nous et surtout le prêt de salarié. Et finalement, le second point, l'accompagnement, c'est ce que soulignait tout à l'heure Gwendoline Cuny, c'est que finalement, cette technologie qu'on apporte, on va y revenir après, mais elle est presque secondaire. Dans un premier temps, il y a besoin d'accompagnement parce que je vous ai dit tout à l'heure que le prêt de salarié n'avait aucun inconvénient. Il y en a un tout petit,
c'est qu'il est innovant. Et donc, quand on parle d'innovation, et surtout quand on parle d'innovation RH, ça peut faire parfois un petit peu peur. Il y a des fois quelques freins. Et donc, il faut accompagner et pour instaurer une triple confiance, même entre les entreprises déjà vis-à-vis du dispositif du prêt de salarié. C'est la première confiance. La deuxième confiance, c'est des salariés de l'entreprise vis-à-vis de leur entreprise. Puis, il y avait une très bonne question de Yolande sur la discussion. Bien évidemment, je l'ai peut-être pas souligné, il faut l'accord du salarié, donc il faut qu'ils soient en confiance, il faut qu'ils comprennent. C'est pareil, c'est de la documentation qu'on met à disposition sur notre plateforme pour justement communiquer en interne auprès de ces salariés. Et puis la dernière confiance, c'est entre les entreprises qui vont se prêter les salariés. Encore une fois, on a des solutions sur notre plateforme. On va créer des petits groupes confidentiels. Par exemple, on va créer le groupe Club Metz Technopole, où uniquement les entreprises qui se connaissent, qui appartiennent un peu à un même réseau, vont pouvoir échanger en toute confiance. Donc, c'est vraiment mettre le service. Les trois confiances par Samuel Ben-Simon. C'est un joli titre et je vous inviterai pour votre bouquin. Le temps file, je voudrais vous entendre sur vos projets 2021. Ça a un peu été évoqué, mais pas complètement quand même. Quelles sont les ambitions surtout que vous formulez les uns les autres pour continuer finalement de façonner à votre manière le développement économique local? Michel Denis, je crois que vous êtes en pleine réflexion stratégique. Vous avez commencé à amorcer des choses en termes de réorganisation. Vous faites quoi en 2021? Des actions concrètes? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Merci. Oui, donc il est vrai qu'on prend beaucoup de temps pour réfléchir sur le devenir du groupement d'employeurs. Déjà, nous sommes en train d'écrire un plan stratégique parce que on peut pas faire que des paroles. Il faut que les choses soient bien implantées. Que va-t-on faire? Comment on le mesure, etc. Vraiment pour convaincre des partenaires. Pour convaincre des partenaires qu'on a comme des volontés d'y aller. Bon. Le sujet principal qu'il faut bien mettre en avant, c'est l'intérêt de s'occuper des salariés. On peut pas, à un moment, et surtout dans cette période très difficile, lâcher les salariés en les indemnisant pour l'instant par le chômage, l'activité partielle, et demain il y aura des vagues de licenciements. Donc il faut qu'on prête une attention particulière sur les salariés. Il est vrai que quelquefois, plutôt que un peu dans l'optique de ce que fait Mobility Work, si dans une entreprise, un technicien qui a été sécurité, c'est toujours le thème majeur qu'on prend dans ce cas-là, l'exemple typique pour le temps partagé, ne peut plus supporter le salaire à temps complet. Le fait de partager avec d'autres entreprises, ça a tout son sens, etc. Quand on regarde au niveau des artisans avec qui chacun peut travailler, on s'aperçoit que pour avoir une facture à devis, ça met un temps fou. Parce que l'artisan, il est sous les chantiers tous les jours, il ne peut pas, encore le soir, à des heures impossibles, finaliser les devis, les factures, etc. Donc, il y a en permanence qui garde son énergie pour faire le bon travail qu'il sait faire et qui donne une journée par semaine, une demi-journée par semaine à une assistante polyvalente pour faire toute la paperasserie qu'il a besoin pour gérer sa trésorerie, etc. Donc, il y a une foultitude de propositions à faire pour aider les entreprises de toute taille, également dans le commerce. Je l'évoquais avec Mathieu tout à l'heure. On a parlé pour aujourd'hui, ça prend du sens d'augmenter l'amplitude horaire d'ouverture des magasins. Mais pour ça, il faut des personnes. Donc, comment fait-on? Donc, l'idée également de partager un vendeur, une vendeuse, un livreur qui soit capable de faire le tour des magasins le soir pour aller livrer les clients, etc. Donc, je crois qu'il y a des réflexions à mener et comment le génome ou d'autres peuvent accompagner ces opérations. Et ça, c'est l'objectif 2021. C'est maintenant. 2021. Beaucoup d'initiatives se prennent et c'est maintenant qu'il faut traiter ces questions. À nouveau, dans un esprit coopératif et le génome n'a pas de but lucratif de l'opération. Donc, il faut que collectivement, on trouve des solutions pour pallier les difficultés qui vont émerger, notamment au cours de cette année. Samuel Ben-Simon, quelles sont vos lignes stratégiques pour cette année qu'on va qualifier de rebond
Effectivement, c'est un peu l'année ou jamais, on va dire c'est un peu comme ça qu'on le voit pour le prêt de salarié, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment l'idée, Michel Denis l'a très bien souligné. Il faut s'occuper des salariés et préparer, anticiper les mois qui vont arriver. Les mois qui vont arriver où c'est annoncé au 1er février. Hein, pour certaines entreprises qui sont pas forcément dans les secteurs les plus risqués ou sous une fermeture administrative. Mais dès le 1er février, les aides de l'État doivent baisser sur l'activité partielle. À partir de mars, on ne pourra plus faire indéfiniment de l'activité partielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que ça va repartir? Alors, on l'espère, bien évidemment, mais on sait tous que ça va pas, la situation économique ne va pas repartir comme avant. Donc, il faut déjà anticiper, déjà commencer à imaginer les solutions de demain. Et donc, nous, on a 3 axes vraiment de développement sur cette année 2021. Un premier axe, voilà, de communication, dont on a parlé tout à l'heure, commercial, vraiment essayer de trouver ces acteurs locaux dont je parlais, vraiment de trouver. D'ailleurs, j'avais pu discuter avec Gwendoline Cuny en amont, justement, pour voir s'il y a à l'échelle des villes, à l'échelle des réseaux. Tout à l'heure, vous parliez des Mathieu Schauder de ces petits de ces bons plans à partager. C'est vraiment comme ça que ça va se développer. Et bien évidemment, notre troisième axe, c'est l'IT, c'est le numérique, c'est développer. On a une plateforme qui aujourd'hui est largement fonctionnelle, mais qui peut toujours, bien évidemment, comme l'IT, qui peut toujours être améliorée, être fluidifiée, être simplifiée. Et donc c'est ce à quoi on s'efforce. Et on aura peut-être, d'ailleurs, c'est un des objectifs, peut-être une petite levée de fonds cette année pour financer et accélérer ces 3 axes de développement. Merci Mathieu Schauder. Quelles seraient les réussites qui vous feraient plaisir à l'issue de l'année 2021? Elle va passer vite. Il y a beaucoup de choses, vous l'avez dit, mais il va falloir faire des choses concrètes. Oui, alors nous sur une chose concrète qui est actée, c'est vrai on développe la vitrine numérique du coup des commerçants. Donc vitrine qui sera gratuite et accessible à tous, donc pour tous les commerçants de Metz et Metz Métropole. Donc ça c'est intéressant parce que déjà c'est une manière de les mettre en avant et puis aussi chacun peut-être a ses méthodes aussi de vente en ligne qui est complémentaire du coup à la vente physique, mais du coup qui peut apporter une complémentarité lors surtout des périodes compliquées de fermeture, etc. Donc ça c'est quelque chose qui va se mettre en place incessamment sous peu. Pour le reste, après, c'est vrai qu'il va falloir être très solidaire et trouver des solutions concrètes pour justement faire face au PGE lors des débuts des premiers remboursements, de la fin des aides. Donc c'est vrai. Il s'annonce des temps un petit peu compliqués et je pense que il y a une secousse qui arrive. On préfère ne pas y penser pour le moment parce que c'est vrai que la vie est déjà suffisamment compliquée en ce moment. Mais c'est vrai que du coup, il va falloir trouver des solutions pour, je pense déjà de solidarité, pour essayer justement de tous sortir de cette crise et que le commerce se porte le mieux possible sur les mois et les années à venir. Gwendoline Cuny, votre feuille de route pour 2021? On vous a fixé des objectifs rien qu'à vous écouter, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est vrai qu'effectivement, j'avais eu l'occasion de rencontrer Monsieur Ben-Simon déjà en amont parce que c'est une solution qui nous semblait intéressante pour le territoire. Je pense que moi mon cœur de métier, c'est de trouver des synergies entre les entreprises et je pense que là l'enjeu pour nous, ça va être un peu de mettre en synergie les personnes présentes aujourd'hui pour pouvoir proposer des solutions concrètes et opérationnelles assez vite. Je pense qu'on a, avec les quelques interventions, on a fait un petit tour d'horizon quand même des besoins des entreprises de notre territoire. Le tout, ça va être peut-être de le diagnostiquer de façon un peu plus exhaustive et de voir concrètement comment on peut les amener à y répondre. Et puis en ce qui concerne un peu plus précisément Barterlink, jusque-là, on l'offrait aux entreprises. On a décidé d'élargir un petit peu l'offre en proposant aussi aux associations employeuses d'au moins 2 salariés de pouvoir rejoindre aussi gratuitement la plateforme. Ça représente beaucoup de structures avec cette idée effectivement que les activités d'une association et d'une entreprise sont pas toujours les mêmes, qu'elles vont avoir vraiment des complémentarités. Et je pense que les associations sont un petit peu moins frileuses quand même sur le caractère innovant. Ça fait longtemps que les associations, elles sont en recherche de nouvelles sources de financement et seront. Regardez le club ST People, bel exemple. Voilà, n'hésitez pas, monsieur. On en reparle juste après. Voilà, mais il y a une vraie complémentarité
là-dessus. Merci beaucoup. Alors, bon, j'ai toujours plein de questions, vous me connaissez, mais c'est passionnant. Je ne sais pas si vous, mesdames, messieurs, qui nous suivez depuis maintenant 1 heure, avez encore des questions. Alors, l'avantage de la distance, c'est qu'il y a le chat et il y a beaucoup de choses qui se discutent par le chat. Alors, je vois rien, je suis myope, mais j'ai compris qu'il y avait plein de trucs qui se disaient. Mais vous pouvez prendre la parole. Il y a la place pour 1 ou 2 interventions, si vous le souhaitez, rapides, pour que je sois respectueux du timing, comme je m'y suis engagé. 1 fois, 2 fois. Allez. Mais en peu de mots. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, voilà. Bon, moi, je suis un retraité, je suis plutôt un porteur d'idées. Alors, simplement, content et meilleurs vœux à tout le monde là autour de cette table. Merci. Et puis, concernant les commerçants, je donne simplement une petite idée. En ville, nous avons des vitrines. Et la vitrine, c'est la devanture du commerçant. Il y a des vitrines vides à vendre ou à dépôt de bilan ou peu importe. Eh bien, ces vitrines vides, il faudrait que les commerçants, dans leur association, puissent y afficher des ventes de leur commerce ou des pubs ou informer les gens sur ce qui se passe au centre-ville vis-à-vis des commerces. Ces vitrines vides, ce n'est pas une image positive. Et en mettant quelques images ou photos concernant les entreprises et les commerçants du centre-ville, ça peut apporter une petite touche à cette vitrine vide. Voilà, merci. On pose la question au président de la Fédération des commerçants de Metz. Alors, voilà. Cette question. Donc, effectivement, c'est un débat très important pour l'image de la ville et puis la beauté des rues. Les cellules vacantes, c'est un vrai problème à Metz, comme dans beaucoup de villes de France. Je crois qu'on a un taux de vacances de 11% à Metz, ce qui est quand même important, surtout rue Serpenoise. Et du coup, il y a eu une initiative très très positive de la Chambre de commerce et de l'industrie qui nous invite aujourd'hui, qui a décoré une douzaine de vitrines de la ville via un artiste exceptionnel, donc à découvrir. Et parallèlement à ça, on essaie de discuter un maximum avec les propriétaires, qui sont les seuls à pouvoir nous donner des autorisations de pouvoir justement investir leur vitrine lorsqu'elle est vacante. Je prends un simple exemple, par exemple, de la Poste Place Saint-Louis sous les Arcades, qui est un des seuls magasins vides des arcades de la Place Saint-Louis. Malgré des discussions très longues et très importantes, il n'y a jamais eu de possibilité de faire quoi que ce soit, même sur la devanture. Donc c'est malheureux à dire, mais malgré les initiatives qui sont souvent très positives, on n'a pas toujours de solution par rapport à ça. Merci pour la balle est dans votre questionnement et cette réponse claire, concrète. Une autre intervention rapide, une fois, 2 fois. Aussi rapide côté entreprise et côté privé, et ça sera mes 2 dernières questions. Côté entreprise, moi je suis un retraité depuis 10 ans. J'ai donc des enfants qui sont encore en activité. Et maintenant, la grande mode, tout le monde le sait, c'est le télétravail. Et je les entends quand ils parlent, parce que c'est des nouveaux langages pour moi. Ça, on n'a pas l'habitude de travailler de la manière où ils travaillent. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Je pense qu'il y a un manque de formation de la part des entreprises qui ne veulent pas perdre leur personnel et continuer l'activité avec les moyens qu'ils ont, qui s'appellent l'informatique maintenant. Alors, oui, le télétravail, c'est bien, mais à midi moins le quart, quand on vient te demander de donner ceci, cela, ils travaillent dans des conditions de stress professionnel, j'appellerais. Ils sont plus au travail dans une fluidité de travail dans les bureaux, etc. C'est un stress toute la journée, l'écran est allumé et on appelle et ceci, cela, voilà. Pardon, je vais peut-être vous couper parce qu'on n'est pas totalement dans le sujet du jour. Alors, il faut former, il faut former. Ce que je voulais dire par là, les entreprises, les chefs d'entreprise, à l'utilisation de cet outil. C'est dans leur intérêt. Voilà. Moi, je pense. Hein. Le message est passé, en tout cas. Merci pour votre contribution. Ouais. D'autres quelqu'un d'autre, je laisse la parole à d'autres. Moi, j'ai
Évidemment, une dernière question, comme toujours, avant de clore ce débat, cette conversation. Moi, j'aimerais que vous nous livriez un peu de vous-même. Au fond, qu'est-ce que vous retenez, une émotion, une idée, un tracas peut-être aussi de 2020 et qui vous aura aidé, qui aura été moteur pour vous dans peut-être votre réinvention tout court, dans vos activités en tout cas. Et qu'est-ce que je vous souhaite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Allez, je commence avec vous, Mathieu Schauder. J'ai pas trop le temps de réfléchir. C'est le but. Non, disons que ce soit spontané. Je pense que tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est une année, on va dire, où on nous permet déjà de travailler dans des conditions vraiment plus favorables qu'elles n'ont été en 2021. Et puis ensuite, la solidarité qu'on a réussi à mettre en œuvre en 2021, il faut qu'on la fasse durer et qu'on y travaille pour encore améliorer ces relations. Et je pense que après, si déjà tout ça est compris et que du coup la consommation est plus intelligente, on y arrivera, on sortira peut-être vainqueur de ces mauvais moments. Voilà. Gwendoline Cuny. Assez d'accord du coup avec ce que Mathieu vient de dire. Il y a eu un peu un élan de solidarité, une prise de conscience aussi, je pense, sur beaucoup de thématiques, notamment environnementales, qui peut-être est un peu latent chez certaines personnes, mais qui, voilà, on peut plus nier. Je pense il y a eu une grosse Qui vous... Ah, moi, j'étais déjà touchée depuis longtemps, mais ce qui faisait presque plaisir, si je peux dire, à voir, c'est que les gens, voilà, voyaient bien qu'il y avait un problème dans le système. Je pense qu'à un moment donné, on a vu qu'on avait des problèmes avec nos fournisseurs, que tout était complètement délocalisé. Je pense que ça a donné un vrai argument, et quand on disait consommer local, ça fait plus sens aujourd'hui. Je pense qu'on comprend vraiment comment ça impacte directement notre territoire. Quand on voit son petit commerce en bas de chez nous fermé, qu'on était quand même bien content de croiser, encore plus aujourd'hui. On voit l'importance d'être un petit peu fidèle aussi près de nos commerçants, et j'espère que du coup cette prise de conscience va continuer et qu'elle sera source de plein d'initiatives pour 2021. Samuel Ben-Simon, qu'est-ce qu'on vous souhaite au-delà des 3 confiances? Qu'est-ce qu'on nous souhaite effectivement, le vœu, notre vœu à nous en tout cas, et ce que je peux souhaiter aussi à vous tous, c'est que le monde d'après dont on parlait tout à l'heure, il soit RSE. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que vient de dire à l'instant Gwendoline, c'est justement qu'aujourd'hui c'est un mot responsabilité sociétale et environnementale qui est un peu utilisé à tort et à travers, mais on voit émerger des vraies solutions RSE. Comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est vraiment ça. Et le prêt de salarié, c'est fondamentalement RSE, puisqu'il sauvegarde les emplois et surtout il place l'humain. Et c'est vraiment ça ce qu'on peut souhaiter, c'est de placer l'humain au centre de nos préoccupations, de nos innovations, quelles qu'elles soient. En tout cas, vraiment merci. J'en profite. Je ne sais pas si je vais encore avoir la parole, mais c'était un plaisir et un bol d'optimisme de partager avec vous ce matin. C'était très agréable. On était très heureux de vous avoir aussi, et maintenant on se connaît, on pourra plus faire comme avant. Michel Denis, je vous laisse conclure ce tour de table. Peut-être une chose que vous retenez de 2020 qui vous a appris peut-être encore des choses, même si vous êtes un homme expérimenté, et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021? Oui, je vais toujours à dire que si nous étions un an en arrière, au même endroit, on ne serait déjà pas en visioconférence, première chose. Et si quelqu'un avait de la salle dit qu'on va aller face à une pandémie mondiale, je crois que tout le monde se serait roulé par terre, quoi. Donc, on l'a subi de différentes manières. Moi, ce que j'ai noté, c'est l'extrême résilience de tout le monde face à cette pandémie quand même terrible, là, qui a secoué l'économie mondiale. Enfin, tout le monde y est passé. Et je pense qu'il faut prendre cela comme une opportunité pour réagir, pour rebondir, de voir les choses différemment et d'apprendre à travailler avec de nouveaux concepts. Moi, au niveau du génome, je me suis toujours réjoui et d'entendre les salariés qui étaient avec nous, à qui on a travaillé pour pouvoir passer ces moments difficiles. La capacité qu'ils avaient à se joindre au mouvement,
Donc, je pense que nous avons actuellement tous les, j'allais dire, les ingrédients hein, pour faire une nouvelle mouture hein, de l'économie de demain, mais ça passera par l'écoute de différentes solutions. Et il faudra voir les choses différemment. Et Dieu sait s'il y en a, et Il y Dieu en a sait beaucoup. s'il y a beaucoup de volonté et Mais d'intelligence. par contre, il faut arrêter les bonnes paroles, il faut passer à l'action. Vous avez tous dit ça d'une manière ou d'une autre. Au nom du Club Metz Technopole, de tous les invités qui étaient là ce matin, merci à tous les quatre, madame, messieurs. Vous étiez juste passionnants et inspirants aussi. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se retrouve tout au long de l'année pour continuer de bavarder avec vous. Président Patrice Bourset, je me tourne vers vous parce que la tradition veut que ce soit vous, évidemment, qui concluiez, comme à chaque fois, le petit déjeuner de ce matin, encore très positif. Il nous a appris beaucoup de choses. Et comme vous savez toujours si bien rebondir, je vous laisse rebondir. Merci Guy et un grand merci pour cette animation de qualité. D'abord, je voudrais féliciter tous ceux qui ont eu la patience d'assister et vous avez été jusqu'à plus de 40, hein, ce qui est quand même assez remarquable, je trouve. Et j'ai même remarqué que Cédric Gou, deuxième vice-président de Metz Métropole, a assisté avec beaucoup d'assiduité et laissé sa caméra du début à la fin. Donc, j'en suis témoin. Bravo. J'en ai pris un au hasard. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, alors, il est difficile de conclure. Hein, forcément, il s'est dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Ce que j'ai simplement remarqué, c'est que il y a quelque chose de sous-jacent à tout ce qui a pu être dit. Et à mon avis, c'est tout simplement la notion de risque. Alors, je vous ai trouvé deux belles définitions de deux personnages, l'un bien connu, Benjamin Franklin, vous savez, l'inventeur du paratonnerre avec son fameux cerf-volant et toutes les images humoristiques qu'on a pu dessiner sur le pauvre Benjamin se faisant électrocuter. Voilà. Et il nous a dit quelque chose quand même d'intéressant. Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre, c'est de jamais prendre de risques. Voilà. Et alors, plus près de nous, vous avez finalement Mark Zuckerberg qui nous dit le plus grand risque est de ne pas prendre de risques. Dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie qui échoue est de ne pas prendre de risques. Voilà. Donc, je conclurai là-dessus, si vous me permettez. Et au prochain petit déjeuner, merci à tous. Au revoir. Salut.